Bonjour professeur Karine Lacombe. Bonjour. Merci d'être mon invitée ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes la chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. J'aurais bien aimé qu'on se retrouve dans des circonstances où juste avant Noël, on puisse se dire que ça va mieux et que ça y est, on va vers le mieux. Mais on a l'impression que l'horizon est complètement bouché. Il y a cette nouvelle souche, on va y revenir. Il y a toutes ces difficultés et cette épidémie qui ne recule plus. Et à l'instant, sur BFM TV, le président de la région Grand Est qui alerte sur un risque de saturation. Parallèlement, plusieurs maires, celui de Nancy, celui de Reims, demandent un reconfinement local parce qu'ils disent que chez eux, il y a le feu. Est-ce qu'il faut les écouter ? C'est sûr que vous parliez d'horizon bouché. En tout cas, sur le plan épidémiologique, l'épidémie n'est pas du tout sous contrôle. Malgré les efforts qui ont été faits ces dernières semaines, enfin plutôt ces 2 derniers mois, avec le couvre-feu, le reconfinement, on voit bien qu'on n'a pas réussi à casser la dynamique de l'épidémie telle qu'on l'espérait, probablement pour plein de facteurs. Lesquels ? Eh bien, il semblerait tout de même que le confinement et en tout cas le couvre-feu n'ait pas été respecté, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de fêtes clandestines dans beaucoup d'endroits en France et qu'évidemment ces fêtes clandestines sont à l'origine de la reprise de la transmission du virus. Pour vous, très précisément, on peut se dire que ces fêtes clandestines dont on parlait ponctuellement en se disant que bon voilà, ils avaient exagéré, mais le président de la République, Emmanuel Macron lui-même, ne les a pas vraiment condamnés. Il a été interrogé là-dessus sur la chaîne Brut et à aucun moment il n'a dit que c'était interdit. Il a dit je les comprends. C'est coupable de comprendre ça ? Non, mais ce sont deux choses différentes. On peut comprendre d'un point de vue sociologique, mais on peut aussi comprendre d'un point de vue épidémiologique que ce sont des événements super contaminateurs quelque part. On sait qu'une personne infectée qui va se retrouver avec 100 personnes dans un espace clos peu ventilé va contaminer plusieurs dizaines de personnes éventuellement. Donc tous ces événements les uns avec les autres, plus surtout les contaminations intrafamiliales, parce que ce qu'on voit actuellement arriver dans les hôpitaux, ce sont des personnes qui se sont infectées à l'intérieur de la famille. Il y a tous ces événements fait que l'épidémie n'est pas maîtrisée, parce qu'on n'arrive pas à agir sur ces événements-là. Ça veut contamination dans la famille. Et... Comment on fait pour lutter contre la contamination dans la famille ? C'est extrêmement compliqué. Là, on ne fait que constater. Il n'est pas question de condamner, mais constater et expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, l'épidémie n'est pas maîtrisée, pourquoi elle ne le sera pas si on n'a pas d'autres éléments de prévention qui entrent dans la danse. Qu'est-ce qui nous reste ? Casser cette dynamique. Qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, il nous reste le vaccin qui arrive là. On voit bien dimanche, les premières personnes vont être vaccinées. Ça va être un peu symbolique, cette vaccination qui va débuter à partir de dimanche. Mais quand elle va vraiment débuter de façon efficace à partir de janvier, là, ça pourra... Karine Lacombe, on va revenir sur cette question de la stratégie et du déploiement du vaccin, mais je vous repose quand même la question. Vous disiez, il nous reste le vaccin. Est-ce qu'il ne nous reste pas le confinement local ? Je reviens encore une fois sur cette alerte que donnent ce matin les élus de la région Grand Est, les maires de Nancy et de Reims, le président de la région Grand Est, qui disent qu'il y a un véritable risque de saturation et les maires eux-mêmes qui demandent un reconfinement local au minimum juste après Noël et de l'anticiper. C'est évident que ce que l'on a vu comme stratégie qui marchait depuis le début de l'épidémie, c'est le confinement. On a bien vu lors de la première vague, ça a radicalement cassé la vague. Lors de la deuxième vague, le reconfinement a également permis de casser la vague avec moins d'intensité, mais en tout cas, la deuxième vague est montée moins haut et on a quand même eu une diminution très importante du nombre de contaminations et les hôpitaux n'ont pas été saturés. Actuellement, en particulier dans le Grand Est, la situation est très compliquée. Elle l'a été il y a quelques semaines en Rhône-Alpes. Et c'est sûr que le confinement est actuellement la stratégie qui est la plus efficace pour casser la courbe épidémique. Du point de vue sanitaire, local, ou plus général, ça va être à discuter. Donc quand Olivier Véran dit le confinement, un reconfinement en janvier n'est pas une option à l'heure où l'on se parle, pour vous, il faut malgré tout que ça reste une option ? Oui, bien sûr que ça reste une option, évidemment. Ça va complètement dépendre de comment réagisse le système de santé dans sa globalité. Que ce soit la médecine ambulatoire avec les médecins de ville qui peuvent se trouver surchargés, voire au bout de la chaîne, le système hospitalier. Donc évidemment qu'il va falloir agir. On a bien compris que pour ce qui est de la réouverture des restaurants et des cafés le 20 janvier, cette date, c'est mort. Écoutez, là, je pense que ça va être assez compliqué. C'est une décision politique, économique qui va être extrêmement difficile à prendre. Il va falloir la prendre à l'aune de la situation sanitaire. Et pour l'instant, la situation sanitaire n'est pas
n'est pas très encourageante. Donc, il va falloir voir en début d'année. Je pense qu'on va vraiment savoir aux alentours du 10 janvier ce qu'il va falloir qu'on fasse pour la suite. On pourra refaire le point à ce moment-là. D'ici là, il y a évidemment Noël. Vous disiez à l'instant, au fond, on se contamine dans le cadre familial. Quoi de plus que Noël pour un cadre familial, avec des arrivées parfois de toute la France pour des familles qui se réunissent. Est-ce que c'était une erreur de laisser les Français circuler quand on voit que nos voisins finalement ont pris des décisions très douloureuses, mais qui ne vont pas dans le sens d'un Noël familial partagé? Du point de vue sanitaire, je ne vous demande pas de rentrer dans la polémique politique, on a bien compris, mais du point de vue sanitaire, votre regard à vous d'épidémiologiste, est-ce que c'est pas de se dire on prend un risque quand même là majeur? Ah ben on prend un risque, c'est sûr. Mais à chaque fois, quand on prend un risque, on essaie de mesurer et de balancer ce risque avec le bénéfice qu'il y a à ce que chacun puisse essayer de retrouver un semblant de cette vie qui a été si perturbée depuis quasi un an. D'un point de vue strictement sanitaire, c'est évident qu'à l'issue de cette période de Noël, on va avoir une augmentation des contaminations, une augmentation des arrivées en réanimation. C'est inéluctable? Ah ben oui, c'est inéluctable. À moins que chacun se responsabilise individuellement et décide, même sans contrainte des autorités, décide de passer Noël en petit comité. Éventuellement de se faire dépister juste avant de se retrouver avec des personnes âgées ou des personnes en situation de vulnérabilité. Mais on sait que ça va être assez difficile d'appliquer ce genre de mesures et on s'attend, oui, à ce qu'il y ait une augmentation des transmissions et donc des cas qui arrivent dans le système de soins. Vous vous attendez clairement à une remontée en janvier? Exactement, en janvier. Donc de ce point de vue-là, effectivement, la date du 10 janvier à laquelle vous nous donnez rendez-vous... Tout à fait, c'est mathématique, on va dire. Elle vous paraît pas être un moment où on va se dire, ça y est, c'est bon, tranquille, on rouvre les restos, quoi? Je ne pense pas. Sur cette question de Noël, on l'a bien compris et on en est presque épuisé de toutes ces mesures. Il ne faut pas qu'on soit plus de 6, il faut qu'on ouvre les fenêtres, il faut qu'on porte le masque. Mais j'ai envie de vous demander de nous le dire une nouvelle fois, malgré tout. Si vous deviez retenir vraiment une mesure à donner aux Français, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle-ci. Essayer de faire Noël en vraiment petit comité. Alors, on dit 6 parce qu'on essaie, c'est un peu... En fait, c'est assez... C'est un peu la famille habituelle. C'est ça, c'est la famille habituelle, mais c'est aussi la taille des pièces, la taille des tables. À 6, dans une table où habituellement on va à 12, on a quand même plus d'espace. On peut aérer et on a de la chance d'avoir un Noël plutôt clément en termes de température. On peut se laver les mains. Et puis, eh bien, faire attention également, c'est pas simplement le repas de Noël, mais c'est aussi quand on arrive, les embrassades quand on arrive, le moment du petit déjeuner le lendemain, on peut sortir dans des espaces plus réduits. Mais ce sont des mesures, je pense que chacun a intégré, mais on voit bien que dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement compliqué. On en a des tas d'exemples depuis ces dernières semaines. Comme je vous disais tout à l'heure, les personnes qui arrivent actuellement à l'hôpital se sont contaminées au sein de la famille alors que ces règles-là sont déjà connues. Donc c'est quand vous dites au sein de la famille, je m'arrête un instant là-dessus parce que vous les voyez, vous êtes aux premières loges de ces Français qui arrivent dans votre hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous dites ils se sont contaminés dans la famille, c'est quoi? C'est des personnes de plus de 65 ans qui ont été contaminées par leur enfant. Quels sont les profils de ceux que vous voyez aujourd'hui? Alors ce sont typiquement des enfants, des parents, des grands-parents qui ont fait des réunions de famille avec des enfants et des petits-enfants. Et souvent... Adolescents? Oui, adolescents, de tous les âges en fait. Et ce sont souvent des jeunes qui étaient asymptomatiques ou qui sont devenus symptomatiques le lendemain ou le surlendemain de cette réunion de famille. C'est vraiment typique parce qu'il y a quand même eu beaucoup de télétravail. Donc on a peu de personnes qui arrivent à l'hôpital alors qu'elles ont été contaminées sur le lieu du travail. C'est vraiment l'origine des contaminations, c'est intrafamilial, des réunions de famille avec des grands-parents. Donc il aurait fallu fermer les écoles? C'est pas tout à fait... Alors vous vous rappelez, je vous renvoie justement à l'étude Comcor, qui est cette étude, Pasteur, la Caisse nationale d'assurance maladie et Santé publique France, qui a étudié les lieux de contamination pendant le couvre-feu et le confinement. Et en fait, on a vu que les enseignants font partie des personnes qui sont les moins à risque d'être contaminés. Pardon, mais pourquoi? Les jeunes, ils l'attrapent où? Pourquoi? En fait, le virus circule entre les jeunes, effectivement, qui sont la plupart du temps asymptomatiques. À l'école, comme tout le monde porte le masque maintenant à partir de 6 ans, le virus ne se transmet plus entre adultes et enfants.
il circule probablement entre les enfants et ensuite les enfants sont dans les foyers, les adolescents dans les foyers. S'ils n'allaient pas à l'école, alors je sais bien à quel point c'est douloureux de le dire, mais pour le coup, je pose la question du point de vue vraiment sanitaire. S'ils n'allaient pas à l'école, techniquement, ils ne seraient pas contaminés par les autres enfants et donc ils ne ramèneraient pas le virus à la maison. Moi, je pense que c'est pas tant. Il faut le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'école est absolument indispensable. C'est un facteur de socialisation qui est extrêmement important. On a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, en particulier des adolescents, qui étaient en décrochage scolaire et que quand je dis qu'il faut le prendre dans l'autre sens, c'est plutôt qu'on a des jeunes et des adolescents, eh bien il ne faut pas faire ces réunions de famille avec les grands-parents qui sont en situation de fragilité. Et continuer à faire attention. Je voudrais vous interroger aussi sur cette nouvelle souche, ce nouveau variant, comme on dit, qui a été repéré en Grande-Bretagne. Il y a eu une fermeture des liaisons pendant 48 heures. Ça y est, ça rouvre, avec des tests de moins de 72 heures. D'ailleurs, des tests qui ne sont pas forcément des tests PCR, puisque pour rentrer en France, on peut avoir fait n'importe quel test en Grande-Bretagne, y compris le test antigénique. Est-ce que ça, c'est fiable, c'est suffisamment fiable pour prendre ce risque-là ? Le test antigénique a quand même une performance qui est très bonne. Le problème, c'est qu'il a une fenêtre de positivité qui est un peu plus étroite que la fenêtre de la PCR classique. C'est-à-dire que c'est pas tant pour quand on est en fin d'infection que la période au début de l'infection. En gros, un test PCR va être positif 2 à 3 jours, 2 jours on va dire, avant un test antigénique. Donc l'antigénique n'est positif que quand les symptômes sont déjà apparus. Exactement, ou alors juste avant que les symptômes n'arrivent. Alors que la PCR, c'est un peu plus précoce. Et si on est asymptomatique, et qu'on fait un test antigénique, il va quand même repérer le virus ? Ah oui, le test antigénique, oui, parce qu'on est asymptomatique, mais on excrète du virus. On a une espèce de courbe en cloche. Donc c'est vraiment la toute première partie, au moment où le virus n'est pas encore très important dans le rhinopharynx, que le test antigénique peut ne pas le détecter. Donc c'est cette fenêtre-là qui pose problème. Donc pour vous, c'est rassurant, c'est une bonne mesure de demander à tous ceux qui viennent de Grande-Bretagne d'avoir fait un test, y compris antigénique. Quand on voit que l'Allemagne, elle, a décidé de continuer à maintenir ses frontières fermées avec la Grande-Bretagne. Alors en fait, ce qui peut rassurer, c'est quand le test est positif. Le test est positif, là, évidemment, on s'isole. Oui. Quand le test est négatif, on n'est pas sûr à 100% que malgré tout, on ne va pas ramener de virus en France. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif. Il faudrait presque imposer une quarantaine, une septaine, comme on dit, de manière systématique à l'arrivée ? Alors ce serait l'idéal. En particulier, quand le test est positif, on est tranquille. Oui, ils viennent pas. Faire. Quand le test est négatif, imposer quelques jours avec les tests antigéniques, peut-être pas une septaine, mais 48 à 72 heures de quarantaine, d'isolement, entre guillemets, serait vraiment l'idéal, en sachant que c'est dans un pays comme la France, avec le respect des libertés individuelles tel qu'on la conçoit en France, c'est extrêmement difficile à appliquer ces mesures de quarantaine. Il faut vraiment être objectif. C'est la question qu'on se pose depuis le début. C'est-à-dire qu'on nous a dit tester, tracer, isoler. On a bien compris que sur l'isolement, on avait quand même buté. Bien sûr, c'est une stratégie qui est très difficile à mettre en œuvre. Mais de toute façon, pour revenir à ce variant et aux mesures qui ont été prises par l'Allemagne et d'autres pays, il ne faut pas se faire d'illusions. Le virus ne s'arrête pas aux frontières. Il a émergé en Angleterre en septembre. Si les individus s'arrêtent aux frontières, le virus s'arrête. Bien sûr, sauf que le virus est apparu en septembre en Angleterre. Il y a déjà des souches de ce nouveau variant sur le continent. Donc exactement, on reproduit en fait ce qui s'est passé au mois de février, où par exemple l'Italie a fermé ses liaisons avec la Chine, alors que le virus était en Italie depuis plusieurs semaines. Donc on agit toujours avec un temps de retard avec ce virus. C'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit. Sur le fond, est-ce qu'il est inquiétant, ce nouveau variant ? Alors sur le fond, je pense qu'on doit faire preuve d'une grande attention. On doit y mettre beaucoup d'attention. C'est un variant qui est actuellement majoritaire dans certaines zones de l'Angleterre. Mais attention, il est aussi majoritaire parce que ça correspond à une période où la dynamique de l'épidémie a repris de façon importante, parce qu'il y a eu une levée des gestes barrières. Les bars, les restaurants, les pubs ont rouvert. Ensuite, ce qui pour l'instant a été montré, c'est que peut-être il serait plus contagieux parce qu'il s'est un petit peu mieux adapté aux récepteurs des cellules du rhinopharynx. Donc, il se transmettrait peut-être un peu plus. Mais attention, on n'a aucune certitude de ça. C'est une hypothèse. Donc,
il faut que l'on vérifie cette hypothèse. Et ce qu'il semble écarter, c'est qu'il échappe par exemple à l'efficacité de la vaccination. Ça, c'est quasiment sûr que les vaccins qui vont être mis sur le marché seront efficaces sur ce nouveau variant. Mais est-ce qu'on peut se permettre du quasiment sûr ? Alors moi je dis quasiment sûr parce que en science, on ne peut pas avoir une certitude en 48 ou 72 heures. Il faut tout le temps vérifier les hypothèses que l'on fait. Ces hypothèses-là sont en cours de vérification. Les premières données préliminaires que l'on a sont très encourageantes, même pas plutôt, mais très encourageantes. Mais quand on a fait une expérience, que l'on a démontré ce que l'on cherchait à voir, eh bien il faut refaire l'expérience pour vérifier qu'on est qu'on va dans la bonne direction. Karine Lacombe, ce qui se fait actuellement. Quand je vous ai demandé, au fond, qu'est-ce qui nous reste pour réussir à arrêter ce drame dans lequel on est depuis si longtemps maintenant, vous m'avez répondu les vaccins. Est-ce que, si on était vraiment logique, il faudrait vacciner tout le monde? Est-ce qu'il faudrait rendre la vaccination obligatoire? Alors, vacciner tout le monde, oui. En tout cas, toutes les catégories de personnes chez lesquelles on a déjà fait les essais vaccinaux et qui ont montré leur efficacité. Par exemple, les enfants, on n'a pas de résultats d'essais vaccinaux. C'est probablement pas une population que l'on va vacciner là dans les 6 mois. Mais tous les autres, oui. Faut-il rendre la vaccination obligatoire? C'est très compliqué d'un point de vue législatif, je pense, de rendre la vaccination obligatoire. Moi, je suis beaucoup plus sur la pédagogie. Si vous, médecin, je ne vous demande pas effectivement de tenir compte des décisions politiques. Après, ça, c'est les politiques qui le font. Mais vous, médecin, vous vous dites qu'il faudrait que tout le monde soit vacciné? Il faudrait? Je pense qu'il faut que la grande majorité de la population soit vaccinée, mais je ne suis pas pour la vaccination obligatoire. Avec un vaccin qui a 95% d'efficacité, on n'a pas besoin de vacciner 100% de la population. Il faudrait vacciner combien? Il suffit probablement que la couverture vaccinale atteigne 50-60% pour que l'intégrité de la population soit vaccinée, même ceux qui ne veulent pas se vacciner eux-mêmes pour protéger les autres. Première piqûre de vaccination dimanche. La France a choisi de vacciner en priorité les résidents des EHPAD. Est-ce que c'était vraiment la priorité? Je pense que c'est ce type que les priorités elles ont été établies parce qu'on ne va pas avoir 100 millions de doses d'un seul coup. On va avoir quelques centaines de milliers de doses d'un seul coup et qu'il est vrai qu'il est plutôt logique de vacciner les personnes qui actuellement décèdent de la Covid-19. Les personnes qui décèdent de la Covid-19 et ceux qui s'en occupent. Parce que ce sont les soignants des EHPAD, mais très rapidement, il va y avoir derrière les soignants des EHPAD. Donc, à partir du moment où on va avoir de plus en plus de doses, eh bien, la vague vaccinale va prendre de l'ampleur. Donc, oui, il y a énormément de pays qui ont commencé qui ont pris la même stratégie vaccinale que nous. Mais il y a d'autres choix. Par exemple, aux États-Unis, ils ont choisi en priorité tout le personnel soignant, de tous les âges. Est-ce que ça, c'était pas une stratégie intéressante? C'est la stratégie, on va dire que c'est la deuxième vague, ça va arriver extrêmement vite. Alors ici après, en effet, on fait des choix. En Europe, les choix ont été faits que c'était plutôt les présidents des EHPAD et des centres de soins de longue durée. La stratégie, c'est les résidents des EHPAD et le personnel susceptible de développer une forme grave de la maladie qui est en contact avec eux. 2, et ça devrait être probablement en février, élargi aux personnes fragiles en raison de leur âge ou de leur pathologie. Et 3, simplement au moment du printemps 2021, une 3e et dernière phase de vaccination qui devrait élargir au reste de la population. Est-ce que, au fond, il fallait pas commencer aussi par ceux de 65 ans et plus, 65-70 ans, comme on estime être le moment où l'on peut aussi développer des formes graves et où on était en parfaite santé, si je puis me permettre? Si on est en EHPAD, c'est qu'on est déjà très dépendant. Oui, c'est vrai, c'est un choix. Oui, mais en même temps, si on revient à la période de mars-avril, ce qui a le plus frappé les opinions, c'était tout de même cette population qui est en EHPAD, qui souvent n'est pas allée à l'hôpital et qui est morte en EHPAD. Alors que les personnes de 65 ans, elles vont en hospitalisation, on peut les mettre en réanimation et la grosse majorité d'entre elles, heureusement, s'en sont sorties, ont guéri. Donc, il semble quand même logique d'essayer d'éviter en premier lieu les décès chez ces personnes dépendantes qui ne vont pas à l'hôpital et qui n'iront jamais en réanimation. Et qui ont un véritable risque vital, et qui ont un véritable risque. Et ensuite, dans une deuxième vague. Mais on ne parle pas d'une deuxième vague de vaccination dans 1 an. On parle 1 mois plus tard. Donc il faut quand même garder dès le mois de février un élargissement en effet, et puis ensuite au printemps 2021. Quand même, j'aimerais essayer de voir quelque chose de positif sur ce nombre de cas positifs par jour.
qui certes stagne aux alentours de 11 000 ces derniers jours, alors que le nombre de tests qui sont faits chaque jour explose jusqu'à presque 500 000 par jour en ce moment. C'est énorme. Hein. C'est énorme, mais ça veut dire que si on a autant de tests et que le nombre de cas positifs n'augmente pas proportionnellement, ça veut dire qu'en fait le virus ne se développe pas autant que ça. Vous comprenez mon raisonnement? Absolument, je suis un peu étonnée on n'est pas qu'on s'intéresse toujours à cette barre des 5000, quel que soit le nombre de tests faits. On voit bien qu'on est dans un plateau depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas encore de mesures drastiques de confinement qui ont été reprises. Ça va pas si mal. J'ai envie de dire, ça va pas si mal. Oui, on se maintient. En fait, vraiment, l'objectif, en attendant d'avoir une solution pérenne pour interrompre complètement cette épidémie, c'est de rester dans un niveau de contamination qui permet au système de soins et à l'économie d'avancer, de reprendre, de ne pas être saturé. Donc le palier des 5000 reste à vos yeux un palier important. Alors ce palier, il est assez bas. C'est celui qui évite absolument de repenser un jour à confiner, couvre-feu, etc. Ce palier de 11 à 15 000, on va dire, sera un palier intermédiaire pour lequel on va être obligé de maintenir des mesures plus importantes. Peut-être pas de confinement, mais du couvre-feu. Et si on arrive à maintenir ce niveau de contamination à ce niveau-là, on peut attendre la vaccination avec plus de sérénité. Et on pourra peut-être espérer alors à nouveau. Merci beaucoup Karine Lacombe d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Je rappelle que vous êtes la chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci à vous.